Hey salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des sorties des jeux du mois d'octobre, mais les jeux uniquement en solo, et heureusement parce qu'il n'y aura que 36 jeux à traiter au lieu de peut-être 70-80, enfin j'y aurais passé ma semaine, là déjà que j'ai passé un bon petit moment pour essayer de trouver à quoi correspondaient ces différents jeux. J'ai fait mon listing lundi. Aujourd'hui, on est vendredi soir. Les dates de sortie de lundi n'étaient déjà plus bonnes mercredi, donc j'ai refait un petit tri en supprimant certains, en changeant. Et tout à l'heure, quand j'ai re-regardé un jeu, il y en avait déjà un qui n'était plus à la bonne date. Ça n'arrête pas de changer, donc peut-être que les jeux annoncés à ces dates-là ne vont pas sortir à ces dates-là. On a l'habitude, il y en a déjà quelques-uns du mois passé qui sont reportés au mois de novembre. Bref, c'est à titre indicatif. En tout cas, vous savez ce qui va sortir prochainement. Il y en a quand même à peu près, j'imagine, 80% qui sont bons, mais sait-on jamais. Dans tous les cas, il y a un timer dans la vidéo pour aller à la date qui vous intéresse ou au jeu qui vous intéresse. N'hésitez pas à y aller. J'essaie de parler un peu de tous les jeux, les expliquer rapidement, mais il y a du contenu, donc je me doute bien que 1 heure, ça vous enquiquine. D'ailleurs, je me demande, parce que là on va arriver sur une période chargée où les vidéos vont durer probablement 1 heure, est-ce que vous préférez faire finalement une vidéo par semaine ou une vidéo pour 15 jours? Moi, je pense qu'avoir tout pour un mois, c'est bien parce que ça permet de faire son petit listing, de savoir directement quel budget je vais investir et non pas dire « Ah, bah, je dépense pas trop parce que peut-être que la semaine prochaine, il y a des trucs cool. » Là, tout est là, mais c'est vrai que je suis pas sûr que ce soit très digeste de m'entendre parler pendant 1 heure de 36 jeux différents. Donc, donnez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager cette vidéo. D'ailleurs, on parle des jeux uniquement solo. Si vous voulez une vidéo un peu plus complète avec les sorties aussi multijoueurs, je vous laisse aller sur la chaîne de la zone de jeu de Gaëlou et Chico. Leur vidéo devra sûrement bientôt sortir, j'imagine, la semaine prochaine. On va commencer avec le vendredi 4 octobre. On aura 5 jeux. Ça ne sera pas la meilleure des semaines. Je vous préviens, ce jour-là, vous pouvez aller faire autre chose le 4 octobre. Clairement, n'allez pas dans votre boutique de jeux. On va s'emmerder un petit peu. On commence tout de suite avec un jeu, un phare, un monument du jeu duo. J'ai envie de dire que c'est le jeu, et là je m'avance un peu, hein, je mets mes couilles sur la table, le jeu qui a démocratisé le jeu en duo. C'est sûrement faux, parce que de toute façon je n'étais pas là à cette époque. Et ben on fête son 10e anniversaire, le 10e anniversaire de Patchwork, un jeu de Uwe Rosenberg. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que ma mémoire me fait défaut? Je vous montre en tout cas la petite boîte toute jolie, toute mignonne, avec des petits animaux, et puis le plateau de jeu qui va être un petit peu différent, mais on va aller rapidement sur la boîte de base, parce que moi, Patchwork, j'y ai jamais joué, mais il y a un mode solo. Le mode solo n'était pas initialement dans la boîte, mais il y a eu dans une extension ou en print and play, je ne sais plus, un mode solo pour Patchwork. Donc, cette version 10e anniversaire, qui reprend exactement finalement le même jeu, va contenir ce mode solo. Patchwork, c'est un jeu qui était quand même très allemand, comprenez par là totalement dégueulasse. Quoique je vous dis ça, mais si ça c'est la boîte du jeu de base, elle était quand même sacrément jolie. J'avais l'impression que ça ressemblait à quelque chose de beaucoup plus moche que ça, Patchwork. C'est peut-être une édition spéciale, je sais pas, là c'est une photo polonaise. C'est un jeu où on va voir chacun son petit plateau et à chaque tour on va tirer finalement des tuiles et on aura un certain nombre de tours dans la partie. Le but, c'est pas de faire des associations de couleurs qui vont permettre de valider tels objectifs, etc. Non, là on est dans l'essentiel, il faut remplir totalement son plateau avec ses polyomino. Chaque case non remplie à la fin de la partie vous fera perdre des points. Mais la grosse particularité de ce jeu, c'est que ça va utiliser une ronde du temps, c'est-à-dire que c'est toujours le dernier qui va jouer, donc potentiellement qu'on va pouvoir faire plusieurs actions d'affilée, parce que quand on prend une tuile, vous voyez qu'il y a un coût, il va falloir dépenser des jetons pour les jouer, il me semble, je crois que les jetons c'est ça, mais surtout il y a un temps, ça va vous faire avancer d'autant sur la ronde, et donc peut-être que il vaut mieux prendre un petit jeton avec 2 temps pour après prendre le jeton à 6 temps, si ça vous intéresse vraiment. Bref, mécanique qu'on va retrouver un peu dans Tokaido, qu'on va retrouver également dans Belgian Beer Race et dans pas mal de jeux, notamment comme il s'appelle celui-là, Trekking Through History, qui marche plutôt bien, qui fait que c'est un peu stratégique parce qu'on va pas tous jouer dans l'un après l'autre, on va pouvoir essayer d'enchaîner un petit peu quelques tours pour prendre la bonne tuile. Bref, on ne sait toujours pas quelle est cette belle version de Patchwork, mais en tout cas on aura une version de Patchwork. Ouais, normalement Patchwork c'est dégueulasse comme ça donne clairement pas envie, même la boîte, le couleur un peu caca là, c'est franchement pas foufou. Heureusement qu'il y a une belle édition pour les 10 ans. On parlait de caca, on n'en est pas très loin parce que là c'est un jeu qui s'appelle Cake Master, c'est édité par Locomuse à 10,90 €, je vous ai pas dit Patchwork, c'était 20 balles chez Lookout Games. La version originale c'est Mooncake Masters, mais chez nous ça s'appelle Cake Masters parce que j'imagine qu'on sait pas trop ce que c'est des mooncakes. En tout cas moi j'en ai aucune idée, je connais les cupcakes mais pas les mooncakes. C'est un jeu au design délicieusement atroce. Franchement, je vois pas trop l'intérêt de sortir un jeu avec ça. Déjà, le fond est naze, les têtes sont nazes. Bon, heureusement qu'il y a Gilbert Montagnier pour
pour remonter un peu le tout, mais clairement c'est un peu moche. Alors ça sera pas les couleurs de cartes que vous aurez dans la version. On va même essayer, c'est quoi cette version là? C'est quoi ce prototype avec des couleurs? Voilà, on va faire ça. Globalement, Mooncake Master, c'est un jeu où on va essayer de poser des cartes, où on voit sur ces cartes qu'il y a des quarts de gâteau pour essayer de faire 3 gâteaux différents. C'est un jeu de draft, on récupère 3 cartes, je crois, on en prend une, on en donne le reste, on en donne une à gauche et une à droite, ou un truc comme ça, bref, un jeu de draft. Et puis, du coup, on a 3 cartes en main, on va en placer sur 3 gâteaux. Chaque gâteau est composé de 4 cartes, vous pouvez poser 3 cartes sur le même gâteau ou les répartir, et le but, ça va être d'essayer de faire les meilleurs gâteaux, sachant que sur les gâteaux, il y a des points. Chaque paire de groseilles, c'est une groseille ça? Non, de myrtilles. Chaque paire de myrtilles et de framboises rapporte un point. Si le gâteau est d'une seule couleur, donc soit fraise, soit vanille, soit chocolat, eh bien je crois que c'est 2 points ou 3 points. S'il y a 2 couleurs, c'est 1 point. S'il y a 3 couleurs, c'est 0 point. Tous les choux qui sont totalement complétés, parce que vous voyez qu'il y a des demi-choux, et ben c'est 1 point. S'il y a des choux qui ne sont pas complétés, vous perdez des points. Et s'il n'y a aucun chou pas complété, vous gagnez des points. Et enfin, bah, vous voyez là qu'il y a des petits bonhommes. Le chien, il veut que sur un des gâteaux que vous avez terminé à la fin de la manche, quand les 3 gâteaux sont terminés, bah, il veut qu'il y ait un gâteau sans groseille. Si c'est le cas, bah, vous récupérez la carte et vous gagnez 1 point. Je crois que vous allez faire ça 3 fois de suite, vous allez enquiller 9 gâteaux et vous comptez pour points. Franchement, il y a tellement mieux, il y a tellement plus joli. Certes, c'est pas cher, mais c'est kitsch à souhait. Franchement, j'ai un peu de mal à comprendre qu'aujourd'hui on peut sortir ce jeu qui n'est pas mauvais, hein. C'est une certitude absolue, mais c'est juste qu'il y a 15 000 fois mieux. Et franchement, on s'en tape un peu les coquilles par terre. Allez, là on en a parlé le mois passé, donc on va être excessivement rapide, déjà qu'on avait été rapide le mois passé. L'extension de Barcelona Passeig de Gracia, qui devait sortir le mois passé, bah, finalement elle est reportée donc au 4 octobre. C'est 17 €, pas cher. Pixie Games, j'ai toujours pas joué au jeu de base, je vous avais dit que j'essaierai d'y jouer au jeu de base pour la sortie de l'extension, histoire de, forcément ça va attirer des vues, se demander, il y a une extension qui sort, c'est quoi le jeu de base? On va aller voir Sogma, on va lui filer quelques vues, il sera content, il sera refait pour son dimanche. Et bah pour l'instant je suis à la bourre, hein. La vidéo est censée sortir la semaine prochaine, je pense que ça ne sera pas le cas et que Barcelona ça ne sera pas chez moi, mais il me semble qu'il y a Vincent et Mister Lou qui avaient fait une vidéo sur Barcelona, donc allez la voir. Là ça rajoute en extension finalement ce petit passage qui mène de Gracia à Barcelona, avec bah, des petits commerces, une petite ville, etc. Je connais pas trop le principe, mais Barcelona c'est un jeu assez... enfin, j'y ai pas joué, hein, vous l'avez bien compris, mais assez sympa parce que ça prend vraiment le thème de Barcelone qui est une ville ultra carré comme ça, avec des grosses perpendiculaires. Forcément, personne qui est capable de faire une vue globale. Ça ira. C'est pas la vue la plus adaptée pour vous expliquer, mais globalement, vous allez poser un de vos ouvriers, par exemple, sur cette intersection-là, et donc vous faites l'action qui est en haut à gauche et l'action qui est là, c'est-à-dire vous faites l'abscisse et l'ordonnée, et du coup, ça vous fait votre action. Donc à chaque fois, vous faites double action, double bonus quand vous posez un ouvrier. Le but, ça va être de faire du combo et de gagner le plus de points possible, évidemment. Franchement, Barcelona, je l'avais acheté en déstockage, en sol, en je sais plus quoi. Enfin, je l'ai récupéré pas cher parce que, à sa sortie, j'avais pas tout acheté. J'ai toujours pas pris le temps de le lancer. Quand je m'étais tâté, je m'étais lancé plutôt Mozart et je pense que j'aurais plutôt dû me lancer Barcelona parce que Mozart, j'avais trouvé ça un petit peu plat. Voilà. Le prochain, on en a parlé aussi la semaine dernière, il est toujours pas sorti, du coup il sort finalement là, le 4 octobre, Diluvium, un jeu de Nuts Publishing à 37 balles. C'est censé être un jeu 4X relativement familial et qui tient en moins d'une heure. Alors c'est toujours un petit peu dans tous les alors c'est pas un Kickstarter, mais dans tous les Kickstarter, vous voyez ça, le 4X qui dure moins d'une heure et demie, à croire que le but du 4X c'est d'essayer maintenant d'être le plus court possible, alors que finalement, même si je vous dis ça sans avoir jamais joué un seul 4X au monde, hein, mais comme c'est un jeu où on va faire de l'expansion, de l'extermination, je sais plus ce que c'est, mais bref, plein de choses que vous savez mieux que moi. Ce sont généralement des jeux stratégiques où vous avez besoin de prendre le temps de vous mettre en place, etc. Et donc je ne suis pas sûr qu'essayer de faire un 4X rapide, ça soit une amélioration dans le design, dans le gameplay. Je pense qu'au contraire, c'est du coup un jeu qui est amputé d'une grosse partie de sa stratégie et de sa profondeur. Et finalement, c'est juste un point marketing, mais totalement useless. Tout ça pour dire que Diluvium, même si je viens de dire que c'était marketing useless, quand je l'ai vu à Cannes, il n'avait pas l'air si mauvais que ça. Donc vous voyez hein, qu'il y a des petites îles avec des ressources que vous allez pouvoir récupérer quand vous allez aller dessus. Hein. Ah oui, c'est exploit, récupérer des ressources, et on a trouvé un troisième. Et ce que j'avais bien aimé, c'est qu'il y avait vraiment un automa. Je ne sais pas si on va le voir.
Mais bref, globalement, c'est un 4X assez simple parce que finalement, quand vous choisissez votre action, vous avez cette petite roue ici avec finalement 4 quarts de petits gâteaux, de roues, et chaque roue correspond à une action. Et vous avez un automa qui gère finalement avec, je crois, des cartes, aussi l'utilisation de cette roue, et du coup ça rend un automa assez simple à jouer avec plusieurs niveaux de difficulté. On me l'a présenté en 5 minutes, donc j'ai pas joué ou quoi que ce soit, mais ça m'avait l'air plutôt sympa, et j'avais bien aimé ce design assez rigolo de Mode Chalmel. Un jeu que je serais tenté d'essayer, même si je suis pas convaincu que ça soit le jeu du siècle, d'autant plus qu'il a l'air quand même très accessible, et ça peut à mon avis jouer en sa défaveur. Et le dernier jeu de cette semaine, ça sera du renouveau, mais sur une licence bien connue auquel je n'ai pas non plus joué. Un jeu édité par Sit-Down au prix de 22 €, c'est Magic Maze, non pas tout seul, Tower. Qu'est-ce que ça va proposer? Eh bien, étant donné que je n'ai jamais joué à Magic Maze, je ne vais pas vous dire la différence, mais on va avoir une centaine de nouveaux niveaux, et ça va être un jeu du coup coopératif, parfaitement jouable en solo, où finalement vous allez avoir des niveaux, et vous allez avoir les différents pions, différents héros que vous allez devoir utiliser. Et chaque héros a une petite mécanique différente. Donc, finalement, vous devez sortir tous les personnages, les faire passer par la porte ou quoi que ce soit, mais ils peuvent pas passer l'un dessus de l'autre. Donc ça va vraiment se boum 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 se toucher. À la manière d'un taquin, vous êtes obligé de bouger toutes vos petites cases, toutes vos petites tuiles pour que ça passe. Là, c'est vos personnages. Sauf que ces personnages sont des héros et qui ont donc des pouvoirs. Il y en a un qui passe à travers les murs, l'autre qui est capable de sauter, etc. Donc il va falloir agencer tous ces petits personnages pour résoudre les casse-têtes. C'est un peu vraiment, moi, ce que me fait penser le jeu vidéo Trine, où chacun a son petit pouvoir et qu'après, à vous de vous démerder pour les utiliser dans le bon sens pour débloquer le passage. Là, vous avez une centaine de niveaux, donc a priori, il y a quand même pas mal de contenu. C'est probablement assez familial, donc il doit y avoir une cinquantaine de niveaux plutôt simples, mais ça peut le faire. Ça peut jouer en solo, ça peut jouer surtout en famille. Si vous avez l'impression que je parle beaucoup trop vite, oui, c'est une certitude, c'est pour essayer de vous faire gagner 10 minutes de votre vie. Ne me remerciez pas, je sais que je suis quelqu'un de très aimable. On arrive au vendredi 11 octobre, c'est la grosse journée, en fait il y a 2 grosses journées, 13 jeux qui sortent ce jour-là, 13 jeux jouables en solo, c'est pour dire qu'il doit y avoir au moins 20 ou 26 jeux qui sortent en multijoueur. Si le vendredi 4 octobre, il n'y avait quand même rien de extraordinairement percutant, je crois que le 13 octobre, il y a un ou deux trucs quand même qu'il faut se mettre sous le coude. Ouais, je crois que c'est le jour où je vais craquer le plus. En même temps, plus il y a de jeux, plus il y a un potentiel craquage. Allez, on commence avec le truc que vous pouvez passer assez rapidement. Il s'agit d'un nouvel épisode dans la gamme de SideQuest, Frostpunk. C'est à 14 €, c'est localisé par Pixies. SideQuest, ce sont un peu des escape games. Il y en avait déjà 2, un dans l'univers de Nemesis et un dans l'univers de la 7e mer, ce Seventh Sea, qui est un jeu de rôle, et je crois qu'il y en a un prochain qui sort sur un autre thème, plutôt jeu vidéo. Frostpunk, c'est déjà un jeu vidéo, vous me direz. Et donc la grosse mécanique de ce jeu, c'est que finalement la boîte, vous l'ouvrez, vous avez donc le socle, et vous mettez les murs autour, et donc vous allez devoir regarder votre petite maison. Il y a certaines énigmes qui jouent sur un peu la 3D, vous allez des fois changer les murs, etc. Mais donc c'est un poil narratif. J'avais fait le premier, et globalement j'avais trouvé ça assez moyen. Déjà le fait de devoir toujours tenir la boîte pour regarder les murs, finalement c'est un peu chiant, et si vous la posez sur la table, vous voyez pas bien. Et donc se taper une boîte comme ça pendant 1 à 2 heures, franchement c'est relou. Et je trouvais pas les énigmes sensationnelles, j'avais vraiment l'impression d'être dans des énigmes de jeux vidéo qu'on a déjà vu 150 fois, où il suffit juste de tourner pour trouver la dalle de la bonne couleur. Ils avaient tenté un petit côté scénarisé, il y avait un final qui était sympa où il fallait essayer de valider de plus en plus d'épreuves, et en fonction du résultat de ces épreuves, on pouvait avoir des fins différentes. Ça, il y avait une bonne idée, mais globalement, je m'étais quand même royalement emmerdé. Et je pense que le jeu reposait plus sur coucou, on a une licence, plus que coucou, on a un bon jeu. Et là, c'est pareil avec Frostpunk. Alors, je suis pas ok, Frostpunk, c'est sympa, mais je suis pas sûr que c'est un thème qui prête spécialement à un petit jeu d'escape game, d'énigmes, et en plus que ce soit si vendeur que ça. Bref, moi je vous déconseille fortement d'y aller, je pense que vous avez mieux à faire de vos thunes. Prochain jeu, là pareil, je pense que, même si ça peut être un peu sympa, je pense que vous pouvez économiser un peu d'argent. C'est un jeu qui s'appelle Umbrella, qui est un jeu français, puisque c'est édité par Lumberjacks à 30 €. Umbrella, on va être une danse de parapluie sur un passage piéton, histoire de bien faire chier toute la circulation. Alors, je pense que c'est la meilleure idée qui soit. Alors ça, c'est bien quand vous tournez des films et que vous avez privatisé la rue, mais ne faites pas ça, ne dansez pas avec des parapluies sur des passages piétons. Il y a des voitures qui veulent passer.
Soyez un petit peu intelligent. Et donc vous mettez un peu toutes vos tuiles au pif qui représentent des dessins et vous avez des objectifs personnels, un objectif qui est sur votre gauche qui est partagé avec votre voisin de gauche, un objectif à votre droite qui est partagé avec votre voisin de droite. Le but va être de réaliser les figures qui sont présentes sur ces objectifs pour marquer des points, ou en tout cas le premier qui valide X objectifs à gagner, je ne sais plus. Et donc à la manière du jeu labyrinthe, vous prenez une petite tuile et chouc, vous la glissez sur un côté, ça va déplacer toute la ligne. Il y a une tuile qui va sortir que vous allez mettre entre, si elle sort vers la droite, vous allez le mettre entre vous et le joueur de droite, et vous allez essayer de faire vos petits casse-têtes, hein. Voilà, c'est très bien écrit ici. Bon, du coup, jouable en solo, j'imagine qu'on doit, en un certain nombre de tours, valider un certain nombre d'objectifs. Je suis pas sûr qu'il y ait ce côté un peu draft de jetons. En vrai, c'est un petit casse-tête, tout ce qui a très badal, et comme finalement on pourrait sûrement en trouver plein d'autres sur le commerce. Donc bon, Umbrella, pourquoi pas, mais non merci. Allez, premier truc qui vaut un petit peu le détour, parce que c'est un jeu qui a fait pas mal de bruit, même si j'ai un peu de mal à croire que ça se joue vraiment en solo, parce qu'en tout cas j'ai lu les règles, j'ai pas vu d'adaptation pour le solo. Il s'agit de l'extension d'Acropolis qui s'appelle Athéna. Alors Acropolis, ça marche très bien, il a gagné l'Azor, vous le savez, jeu messo patati patata, gigantique. L'extension va coûter 12 balles. Je l'ai demandé en service presse quand même, parce que j'aime bien Acropolis. Et dans la première version d'Acropolis, il n'y avait pas écrit un joueur sur la boîte, mais jeu messo a développé un solo qui marche vraiment bien, qui est compétitif, qui a plusieurs niveaux de difficulté, qui va vraiment nécessiter de ne pas jouer pour faire votre petite pop-up, mais qui va vraiment nécessiter de jouer contre l'adversaire, l'empêcher d'avoir ces tuiles qui vont bien, etc. Et finalement, c'est comme ça qu'on joue un jeu à deux, c'est en vraiment se bloquant, en se contre-draftant, entre guillemets. Et dans les rééditions, après l'Azor, le mode solo était directement inclus, donc vous voyez écrit un joueur sur les boîtes d'Acropolis si vous avez une nouvelle génération. Sinon, il suffit de le télécharger sur le site, c'est gratuit. Là, Athéna, ça va rajouter 2-3 petits trucs. En fait, ça va rajouter exactement ça. La statue d'Athéna qu'on va pouvoir faire, des objectifs, un pour chaque couleur, un bleu, un vert, un jaune et un rouge. Alors du coup, c'est pas pour chaque couleur, mais vous allez tirer 4 objectifs différents sur de chacune des familles, et vous voyez qu'il y a 4 tuiles en dessous. Il y a des nouvelles tuiles fontaines, et puis maintenant il y a des tuiles biphasées, quoi. Mi-figue, mi-raisin si vous voulez, ou caca-pipi, en fonction de vos préférences. Finalement, si vous validez cet objectif-là, alors là l'objectif c'est quoi? C'est si vous avez exactement 6 tuiles rouges autour d'une zone vide, vous faites exactement cette forme-là, et vous avez le droit de choisir une de ces 4 tuiles, ou une des tuiles qui restent, parce que peut-être que les autres joueurs auront pris des tuiles. Vous la posez, etc. Et surtout, vous prenez le haut de la statue d'Athéna. Si vous validez cet objectif-là, vous prenez une des tuiles et vous prenez les seins de Athéna, ici le bouclier, et ici les roches. Pourquoi une statue d'Athéna? Tout simplement, c'est que vous ne pouvez faire qu'une seule fois dans la partie l'objectif bleu, qu'une seule fois l'objectif vert, une seule fois l'objectif jaune, etc. Donc ça permet de vous rappeler quels objectifs vous avez déjà validés. Petit bonus, si vous avez validé les 4 objectifs, donc vous avez la statue complète et vous faites 5 points bonus. Globalement, c'est pas indispensable, mais ça permet de récupérer quelques tuiles bonus en faisant certaines mises en place, certains dessins qui finalement sont pas totalement cohérents. Ça va vous rapporter des points aussi de jouer comme ça. Ça se joue a priori en solo, mais Métagène finalement il va pas du tout jouer sur ces trucs-là, il va pas récupérer ses tuiles bonus, il va pas récupérer ses morceaux de statue, donc potentiellement que le scoring va être un peu plus simple parce que vous avez 5 points potentiels plus jusqu'à 4 tuiles bonus. Il n'y a pas de modification de règles dans la règle du jeu, donc je ne sais pas si c'est vraiment jouable en solo. Au pire, ça vous permettra peut-être de jouer en difficile, là où avant vous ne réussissiez pas avant à gagner. Ceci dit, ça apporte une petite mécanique sympa, tout à fait dispensable, mais sympa. On reste encore dans le tout à fait dispensable, mais sûrement sympa, et j'ai l'impression que c'est vraiment à la mode en ce moment, c'est les jeux de pose de tuiles avec des cartes, mais les jeux de pose de tuiles. J'avais l'impression qu'on avait arrêté la pose de tuiles, qu'il y avait une grosse période là il y a 2 ans. Quand j'avais commencé à jouer il y a 2-3 ans, il y avait plein de jeux de pose de tuiles. Puis après, je me suis rapidement rendu compte qu'ils étaient à peu près tous pareils, qu'ils étaient un peu nazes. Et il n'y en a plus. Alors je pense pas que c'est parce que je me suis dit ça qu'ils ont dit « Oh les mecs, on va s'arrêter ». Il y a un pecno dans son coin qui a dit ça. Mais là, j'ai l'impression que, boum, ça remonte, plein de jeux de pose de cartes. Alors avec des cartes, ça coûte moins cher avec des tuiles, donc bonne idée, mais les cartes sur les tables ça bouge contrairement aux tuiles, donc mauvaise idée. Et là il y en a un nouveau, un petit nouveau français fait par Gregame, avec carrément le patron, Florian Grenier, qui en est responsable. Et alors ça a l'air très choupi.
Ça s'appelle Strange World Above the Clouds, donc un monde étrange au-dessus des nuages. Ça va coûter 13 balles, donc c'est pas cher, c'est par Gregame. Il n'y a quasiment aucune photo. Après, normal, c'est un jeu français. Hein. C'est très joli. J'aime beaucoup le design fait par Valériane Olé, hein, c'est très mignon. Et encore une fois, c'est un jeu où on va drafter, mais ils disent que ça va être un draft très serré qui va proposer des parties ultra stratégiques, etc. Tout simplement parce que vous avez 3 cartes. Ah oui, bah c'est dans ce jeu-là où vous avez 3 cartes et vous enfilez une à gauche et une à droite. Et du coup, vous avez que 3 cartes à chaque tour pour jouer. Bon, ok, pourquoi pas, et globalement, ben, vous faites votre monde, sauf que si je dis pas de bêtises, mais là j'ai vu tellement de jeux de pose de cartes que je commence à tous les mélanger. En fait, chaque carte a son propre moyen de scoring et ses propres conditions de pose. Et donc, bah voilà, vous faites votre petit monde, et le but, ça va être de faire le plus de points possible. Je vais pas vous dire de conneries sur les poses des cartes, parce que j'ai totalement oublié, mais ça a l'air quand même si c'est mignon, et que ça doit pas être mauvais, je pense qu'il y a des jeux comme ça, il y en a 30, 40, 50, 100. Donc est-ce qu'il faut encore en rajouter? Est-ce qu'il y a vraiment une originalité à part le fait qu'il y a un draft ultra serré parce que vous avez que 3 cartes en main et que vous en filez une à chacun? Non, 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 non. Ceci dit, c'est pas le plus mauvais jeu du jour, hein, parce qu'il y a Don't Talk to Strangers. Alors à défaut d'être un bon jeu, c'est un bon conseil, ne parlez pas aux étrangers. C'est localisé par Don't Panic Games, ça vaut 17 €, ça fait partie d'une gamme de jeux avec ce design très, très bizarre, très années 80, 70, voire même 60. Donc là, on est clairement dans le thème de Roswell avec les envahisseurs. Et j'ai lu en détail, alors, vous voyez le plateau, sublime plateau, on dirait un peu un jeunesse. Et il va falloir ramener ces petits écoliers jusqu'à la sortie. En jouant des cartes, ça va les faire déplacer de X cases. Et attention, on peut avoir une carte qui va faire que les aliens emportent vos petits bonhommes. Donc il ne faudrait pas que Billy se fasse enlever. Hein. Et voilà, alors je sais pas comment ça se joue en solo. Il y a un design très rétro qui peut plaire, mais ça a l'air d'être un jeu franchement, ma foi, très 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 banal. Et d'ailleurs, vous ne vous y trompez pas, vous derrière votre écran, parce que vous lui avez mis une note de 6,2, donc quand c'est en dessous de 7, clairement, fuyez, pauvre fou. Alors que là, le premier gros achat instantané du mois, il faudra que je crée un jingle qui explose, c'est absolument une réédition, et d'ailleurs que je n'achèterai pas parce que j'ai déjà le truc de base. C'est en fait l'extension d'Horreur Arkham Innsmouth, donc je crois que c'est la 6e ou la 7e campagne, 7e je crois, 7e. Je sais pas. On a quasiment fait tout le tour, hein. Il ne reste plus qu'une et après tout est réédité dans la nouvelle mouture. Moi celle-là je l'ai pas encore faite, hein, Innsmouth, mais je l'ai récupérée justement comme Philibert entre autres se doutait bien que ça allait être édité, hein, ils avaient sûrement les infos, ils ont un peu bradé le contenu, donc moi j'ai l'ancienne édition, mais comme de toute façon il n'y a aucune modification, à part pour la première boîte où ils ont refait quelques designs de Banks, etc. Ils ont un peu changé les designs, depuis ils n'ont pas du tout refait. Donc là vous voyez les investigateurs qu'il y a dans cette boîte, j'en ne connais aucun. Alors de ce que j'ai lu sur Ludum, parce que moi je prends mes infos sur Ludum, ça vaut ce que ça vaut, hein, bien évidemment, mais ils ont le mérite par rapport à Philibert de mettre des dates. Là où Philibert dit début septembre, mi-septembre, mais ils se mouillent pas, et en même temps ils ont raison parce que ça change tout le temps, mais nous quand on veut faire une vidéo un peu précise, mi-septembre c'est quand même pas pratique, quoi. Et donc ils ont mis la boîte de la campagne à 63 € par Fantasy Flight Game, évidemment. Ils l'ont mise le 11 et la boîte investigateur, ils l'ont mise le 25. Là où généralement, il me semblait qu'on avait d'abord les investigateurs, le temps de se préparer un petit deck, de tester, etc. Et que 2 semaines après, généralement même 1 mois parce qu'il y a toujours des retards chez FFG, et on avait la boîte campagne. Là, Ludum met l'inverse. Alors je pense qu'ils se sont trompés, je pense qu'il y aura comme la boîte investigateur avant. Ça m'étonnerait qu'ils changent un peu la routine, parce qu'en plus ça serait con d'avoir une nouvelle campagne sans avoir les decks qui vont bien avec les nouveaux mots-clés, etc. Bah non, c'est un peu con, il faut d'abord faire son deck et après on va enquêter. Bref, Innsmouth, je ne l'ai pas encore testé, mais c'est Horror Arkham, donc ça ne peut être que bon. Là je l'ai laissé, parce que Ludum n'est pas d'accord. Ludum n'est pas d'accord. La saison 2 de Final Girl qui enfin sort en français. D'ailleurs, ça fait 1 mois que je rejoue petit à petit à Final Girl. J'en avais fait une vidéo de partie avec un avis mitigé. Ezogma quoi tu joues. Feu Ezogma quoi tu joues, parce que j'ai abandonné ce type de vidéo. Qui donnait un avis encore mitigé, plutôt même méchant. Et vous m'aviez dit en commentaire que Final Girl, c'était pas ce que je pensais, qu'il fallait apprendre à le jouer, certes. Et vous m'aviez donné un post d'une trentaine de pages sur BGG expliquant pourquoi c'était pas un jeu de chance et comment en fait on pouvait totalement réguler le truc. Le jeu en fait était, quand on le savait jouer, finalement assez
simple, entre guillemets. Je me suis plongé dedans, et je me dis, oh, le mec, il a raison. Il a juste joué un jeu, alors que moi, j'ai arrêté au bout de 5-6 parties, et en fait, c'est lui qui a raison. Et du coup, ça fait un mois que je me mets un peu dans Final Girl, que je joue un peu, que j'ai acheté pas mal de boîtes. J'ai acheté toutes les boîtes. Et je m'étais dit que j'allais vous en faire une vidéo pour Halloween, parce que Final Girl, ça sonne bien. Bon, il semblerait que ce soit pas si original que ça, parce que j'en connais déjà certains qui vont sortir des vidéos pour Halloween. Donc finalement, je vais faire du Final Girl pour Noël, comme ça me laisse bien le temps de potasser, bien le temps de bien jouer. J'en ai fait une dizaine de parties depuis, et c'est vrai que ce que ce mec dit sur la gestion du jeu, eh ben, il a totalement raison. C'est finalement pas tant un jeu de hasard que ça, il y a beaucoup de contrôle sur les dés, beaucoup plus qu'on peut y penser au premier abord, donc je m'entraîne, et au mois de décembre, je vous fais pour Noël l'extension avec Krampus, où là, je le dégomme. Bref, saison 2, Ludum l'avait annoncé au 11 octobre, ils l'ont redécalé finalement au 2 novembre, mais quand vous allez sur le site de Don't Panic Game, c'est toujours annoncé pour le 11 octobre, donc je ne sais pas si c'est là ou pas, mais bon, si c'est pas là, ça sera bientôt là. La saison 2, bah, vous voyez, c'est celle-ci, avec les loups-garous, avec un truc qui ressemble un peu à Cthulhu, avec l'épouvanteur, avec l'épouvantail, avec notamment Alien, et je crois que c'est la boîte là, non, cette boîte là, ça fait pas Alien, ça fait plutôt Resident Evil, Ratchet Lady, ouais, je sais pas. Bref, Final Girl, finalement, c'est là où je pensais que c'était un hockey game qui marchait surtout par son thème. En fait, c'est un très bon jeu, je pense. Donc, il y aura 5 boîtes, 27 € chacune, Don't Panic Game. Alors que je viens de m'étouffer parce que j'étais en train de boire un petit verre de coca et j'ai cru que ça faisait une demi-heure que je tournais dans le vide. Désolé pour vos oreilles, mais tout va bien, ça filme. Mais si vous me voyez en train de décéder, c'est normal, c'est que j'ai toujours la toux au fond de la gorge. Le prochain jeu, je l'ai depuis un mois. On se croirait un peu dans l'univers du jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, vous êtes abonné à des... abonné. Vous êtes connu par les services presse et ils vous envoient des trucs sans vous leur demander rien du tout. Au niveau du jeu de société, c'est pas le cas. Alors, quand vous êtes Etrigan, oui, vous recevez des jeux sans les demander. Pareil à Monde de Jeux, mais quand on est comme moi, globalement, c'est vous qui demandez sur des listings les jeux que vous voulez tester. Et bah là, Sorry We're French, ils nous ont envoyé un mail, un peu global, alors, plusieurs personnes, hein, disant vous allez recevoir bientôt Check Elden Base, voici les informations que vous avez le droit de délivrer, patati patata. Alors ça fait déjà un mois qu'il y a pas mal de vidéos qui sont sorties, la zone de jeu de Gaia Oshiko, il y a aussi Meeple on Fire qui a fait une vidéo retour, d'ailleurs coucou Nboody si tu passes par là, et moi je l'ai toujours pas joué parce que finalement ça sert à rien de faire une vidéo un mois avant la sortie du jeu. D'ici la sortie du jeu, tout le monde a oublié le jeu si on en fait des vidéos. Donc le but c'est de la sortir vers là, donc 11 octobre. Ça va être le projet là, de mes 15 prochains jours. Un jeu assez expert, donc Sorry We're French, 60 €, 367 de difficulté. Finalement j'en sais assez peu sur ce jeu parce que comme je sais que je l'ai et que je vais vous le présenter, j'ai pas trop bossé. Je sais juste que c'est un Eurogame pur et dur, on va essayer de coloniser la Lune, où on va du coup améliorer un petit peu son plateau principal, où on va faire des tas de choses, hein. Voilà, j'en sais foutrement rien. Je l'ai reçu sans savoir ce que c'était, et clairement j'aime bien le design, ça pourrait être mon style de jeu. Il a quand même, je crois, de bonnes notes. Il a 8,3, alors 8,3 sur un jeu qui n'est pas encore sorti, parce que c'est vraiment une primo-édition Sorry We're French. Donc 8,3, c'est l'auteur, ses potes, et ceux qui ont joué en festival. Mais en vrai, les auteurs sont quand même pas n'importe qui, c'est Fabio Lopiano et Nestore Mangone, donc ça doit être sur les traces de Darwin, c'est Darwin's Journey, si je dis pas de bêtises. Non, manifestement, je dis une grosse bêtise, c'est Merv et Autobahn. Bref, c'est quand même le nom des Italiens, assez connus, c'est l'école italienne des Eurogames, évidemment. Mais voilà, ça a l'air d'être plutôt pas mal, les retours sont plutôt bons. Moi, quand on parle de deck building, j'ai tout de suite la petite bébête qui se réveille sous la ceinture, et donc là, il y a un deck building très familial, très familial, 10 ans et plus, édité par Gigamic. Gigamic font quand même plutôt des jeux familiaux, qui a l'air assez basique quand même, mais j'ai bien envie d'essayer. Ça s'appelle Avant-Garde, ça sortira au prix de 20 €. C'est un jeu, alors du coup il n'y a pas sur BGG, donc vous allez vous contenter de ça, et ce qui n'est pas beaucoup. Vous allez avoir un certain nombre de cartes, et le but va être de sortir ces cartes en mettant une carte l'une après l'autre sur votre table. Vous pouvez mettre une carte juste après une autre si c'est soit la même valeur, soit la même couleur. Et donc le but va être de jouer le plus de cartes, parce que plus vous jouez de cartes, est-ce qu'on voit ça quelque part? Ouais, non, plus vous jouez de cartes,
plus vous gagnez de points de victoire, et ces points de victoire, vous allez pouvoir les placer, bien sûr, et vous allez, plus vous avez, pas de points de victoire, plus vous avez d'argent, et cet argent, ça va permettre d'acheter des cartes qui valent plus cher, et donc de faire des suites de cartes de plus en plus importantes pour gagner de plus en plus de points, et je crois que à un moment ça se termine tôt ou tard, parce qu'il faut bien aller se coucher. Je ne sais plus quelle est la mécanique de fin de partie, ça a l'air d'être un deck building très simple, mais des fois, se méfier des deck building simples avec une mécanique simple, ça peut finalement être un casse-tête assez rigolo, assez sympa. Bref, moi j'ai envie d'essayer. Ensuite, l'autre achat instantané, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de corriger cette carence dans mes connaissances de joueurs solo. Il y a des grands classiques auxquels il ne faut pas avoir échappé quand on joue au solo. Mage Knight, toujours pas joué. Gloomhaven, toujours pas joué. Et notamment, il y a Robinson Crusoe, le jeu de Ignacy Trevicek et Joanna Klanka. Il était sorti, il était réédité par GameFound, sur GameFound, il y a GameFound, on dirait un petit chinois qui essaie de le dire. Voulez-vous du riz avec votre Robinson Crusoe? Bref, mes excuses à toute la communauté asiatique qui m'a regardé et qui est en train de vomir ses tripes devant un personnage abject comme le mien. Robinson Crusoe, du coup, il y avait une belle version, une édition collector, alors 90 balles, avec du coup des figurines, etc. Il y a beaucoup de pimp pour pas grand chose, et aussi la version retail, la version classique qui sort en parallèle à 60 balles. Les deux sont édités par Yellow. Clairement, j'hésite entre demander une copie presse à Yellow et du coup avoir gratuitement un jeu à 60 balles, ou claquer 90 balles pour avoir la version collector. À mon côté collectionneur, j'aime les belles choses, me donne envie d'acheter cette truc, surtout que je me suis mis un petit peu à la peinture, donc finalement maintenant des figurines, même pas peur, au contraire j'y vais. Clairement, alors d'ailleurs il a 6,5, il se fait saquer, je pense que c'est l'édition collector, les gens sont pas contents d'avoir une version pas chère, d'avoir une version trop chère. Il y a d'ailleurs un petit livret avec des scénarios supplémentaires, un jeu de survie, un jeu à scénario, un jeu que je trouve assez thématique, parce qu'on être Robinson Crusoe sur son île tout seul avec son chien et vendredi, ça pue un peu du zboob quand même. Et j'ai l'impression, des vidéos que j'avais vues de Vincent et Mysterio, surtout de Vincent du coup, c'est que c'était quand même chaud. Il y avait vraiment cette sensation de survie et que c'était chaud, quoi. Donc moi ça m'a pas mal chauffé, je m'étais jamais lancé dedans parce que c'était un jeu qui était un peu cher, même d'occasion, vu qu'il n'était pas réédité, les gens se touchaient un petit peu. Là, c'est le moment. Je me tâte entre me prendre cette belle version avec des figurines qui ne servent pas grand chose, juste à être content, ou la version un peu classique. Alors je remarque que sur cette vidéo, je vous montre assez peu les photos des jeux, je parle beaucoup mais je vous montre peu les vidéos, alors que d'habitude, l'intérêt d'avoir BGG, c'est de vous montrer des photos. Donc désolé, je suis un petit peu à côté de mes pompes, je veux faire vite et du coup je fais les choses mal. On est toujours sur le 11 octobre, là on a un autre Instinct Buy, parce que c'est un jeu initié, très accessible, mais que j'aime beaucoup, même si je n'ai pas pris l'extension parce que je trouvais ça un petit peu cher à l'époque. Là, il y a une deuxième extension. Truc de fou. Il s'agit de Mido Carnet d'Aventure Adventure Book. Regardez-moi cette bête petite boîte. Moi, Mido, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'en ai fait qu'une seule partie en solo. Une seule fois, quand j'ai découvert que les jeux existaient en solo, je me suis dit, qu'est-ce qui existe en solo chez moi? Et j'avais ça, donc j'ai joué une fois en solo, et en fait, ça marche très très bien. Mais c'est vrai que c'est un jeu auquel je joue de temps en temps avec ma compagne, pas souvent mais de temps en temps. Et vous savez, c'est le jeu avec la petite loutre. Et un jeu très feel good, où la mécanique principale c'est qu'on va avoir des petites encoches avec des numéros. Et par exemple, si vous jouez votre petite encoche ici, numéro 3, vous la mettez là, et ça veut dire que vous prenez la 1, 2 et 3e carte. Vous prenez cette carte-là, vous la mettez dans votre main et vous allez potentiellement pouvoir la jouer. Cette carte-là, ça vous dit que c'est un scarabée et que pour pouvoir la jouer, il faut déjà avoir un arbre, parce qu'il y a un système de... c'est la nature, il faut respecter... Alors qu'il y a une mythe qui vient m'embêter, retourne dans la cuisine, il y a de la mousse au chocolat si tu veux. Je disais oui, très, très écologique, ça respecte un petit peu les trucs, c'est très, très contemplatif, il n'y a pas une énorme réflexion, on joue, c'est chill, etc. Il n'y a pas une énorme réflexion. Si, comme moi, vous jouez contre votre campagne et que vous perdez, parce que justement, vous jouez sans réfléchir, mais un jeu que j'aime beaucoup, je trouve la mécanique assez sympa. Il y a une extension au fil de l'eau, je crois, qui rajoute un autre plateau et des règles que je ne connais pas. Et là, le carnet d'aventure, finalement, ça propose une aventure, une sorte de campagne avec un livre de scénario, avec quand même des nouvelles cartes. Vous voyez la belle bête, alors les jumelles ne sont pas fournies, évidemment. Et ça va coûter 35 € chez Rebel Stride, j'arrive pas à me relire. Rebel Studio, pas du tout Rebel Stride. Mais ça, j'ai très 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 envie d'essayer, regardez-moi ça. Ce petit livre d'aventure tout mignon, franchement, ça donne envie. Un autre jeu qui est très attendu par
Penelope Gaming. Elle en parle très souvent comme un de ses jeux préférés et qu'elle souhaiterait voir édité. Et ben, il y a le premier, il y a un de ces jeux de cette quadrilogie, parce qu'il y a 4 jeux et c'est le 3e qui sort en France. Il s'agit de Horrified, monstre grec, Greek Monsters, qui est un jeu coopératif / très bien jouable en solo, très bien jouable en solo, où globalement vous allez être des héros avec des pouvoirs, petit côté asymétrique, vous allez devoir vous balader sur le plateau pour trouver les repères cachés des différents monstres mythologiques et après aller les combattre. Chaque monstre a son petit défi qui change un petit peu la mécanique, et jeu assez familial mais qui a priori marche plutôt pas mal. Horrified Greek Monsters, c'est donc le 3e, ça a commencé par un thème plutôt vampire, monstre de Frankenstein, etc. Il commence par celui-là, qui n'est même pas le dernier, qui est l'avant-dernier. Pourquoi, je ne sais pas, j'ai demandé, parce que j'ai demandé à Ravensburger une copie presse, et normalement je suis censé l'avoir, mais j'ai toujours pas reçu les 2 précédentes copies presse, donc je ne sais pas si les colis se perdent sur la route ou si en fait ils n'ont pas mon adresse, mais je crois que si. Bref, je suis censé le recevoir du coup d'ici une quinzaine de jours. Et j'aurais demandé s'ils avaient prévu de sortir les autres boîtes si ça marchait. La community manager m'a dit qu'elle ne savait pas. Enfin, je dis elle, mais c'est Dominique. Alors, Dominique est peut-être un homme, je ne sais pas. Il ou elle m'a dit, ou Yel m'a dit que Yel ne savait pas du tout ce qu'il en était. En tout cas, c'est 40 balles pour un jeu plutôt qui a plutôt bonne réputation, même si quand même très familial. Il nous reste un jeu pour le 11 octobre, et après je refais une petite pause en essayant de ne pas m'étouffer. Ce jeu-là, ça sera Mycelia. On en a parlé le mois passé, j'avais vu une vidéo de l'éditeur, j'avais regardé pendant 6 minutes, j'étais au poil, au point, et maintenant j'ai un peu oublié ce qu'il en était, donc si vraiment ça vous intéresse, allez voir ma vidéo de la semaine dernière. Le but c'est que vous allez semer vos petits champignons, non pas à la manière d'une IST, vous allez la répandre plutôt avec le vent et non pas avec votre... Vous savez quoi? Le but, ça va être de faire des chaînes de petits champignons, histoire d'avoir l'occupation de plusieurs terrains. Et vous voyez qu'il y a des champignons un peu mers, mais attention, c'est pas parce que sur la tuile là, il y a les champignons de votre collègue qu'en mettant vos petits spores, vous n'allez pas pouvoir récupérer le contrôle de tout ça. Un jeu un peu stratégique qui a l'air d'être plutôt thématique avec la manière dont les spores et les champignons se répandent et créent des ramifications, etc. Ceci dit, ça n'avait pas l'air d'être ultra fou, d'autant que c'est édité par Happy Meeple Games, et donc société qui, même s'ils sortent des bons jeux, ont tendance quand même à sortir des jeux un poil chers, à 66 €. C'est quand même chéros. Encore une fois, si vous voulez en savoir un peu plus, regardez la vidéo du mois passé, hein, elle est bien timée, vous pourrez retrouver le jeu facilement et vous en saurez un peu plus. On a fait un petit vendredi, un gros vendredi, et ben on refait un petit vendredi, il n'y aura que 6 jeux le 18 octobre, on va pouvoir souffler un peu. En plus, il y a des trucs cool, mais il y a des trucs quand même... Ah, il y a des trucs cool. Il y a des trucs cool. On commence par un truc méga cool, une nouvelle extension de Aeon's End. Aeon's End, c'est les petites extensions, c'est pas les grosses extensions mères, c'est les petites boîtes qui coûtent 20 balles, qui va rajouter juste une Némésis et un champion, enfin un mage, j'imagine, oui c'est ça. On a lui et lui, alors je l'ai celle-là d'extension, en version en anglais, hein, forcément, pas la version française, et elle est toujours... ouais, elle est toujours là, elle est toujours sous blister, je n'ai pas encore joué, je me disais bien que la chauve-souris là me disait rien. Alors je sais pas si vous avez la nouvelle, hein, Matago arrête les jeux experts, mais en fait ça change pas grand chose, ils restent distributeurs, mais toutes leurs licences, ils les remettent finalement aux maisons d'édition, c'est-à-dire Aeon's End, je crois que c'est Colossal Game qui va récupérer, donc maintenant ça sera toujours Matago qui distribuera en France, mais ce ne sont plus eux qui feront l'édition, la localisation, donc la traduction, donc il y aura peut-être un petit peu moins de coquilles, etc. Je pense que ça va permettre de redorer un peu leur image et ils ne vont pas vraiment perdre au change. Donc, en tout cas, ça sera la dernière boîte, je pense, avec écrit Matago sur la boîte. Quoique, il y a une plus grosse extension qui sort en novembre, donc c'est pas dit. Voilà, Rêve brisé qui sort ce 18 octobre. Donc ça, clairement, si vous aimez Aeon's End, c'est aussi de l'insta-buy. Moi, je l'ai en version anglaise, aucune raison de le racheter. Ensuite, il y a plusieurs boîtes de sous-scellés. Les enquêtes sous-scellées, ce sont du coup j'allais dire des jeux d'énigmes, mais pas des escape games, des enquêtes narratives / policières / vous êtes un inspecteur et trouvez qui a tué qui. J'ai jamais joué cette gamme, clairement, ma compagne adore ce genre de jeu, mais nous, on a plutôt l'habitude, juste parce qu'on reçoit les boîtes de l'éditeur des dossiers criminels. D'ailleurs, j'ai fait le dernier en Égypte la semaine dernière et on a vraiment encore une fois trouvé ça cool. Donc je ne connais pas du tout la gamme des sous-scellés, dites-moi si elle vaut le coup ou pas, mais en tout cas il y en a 3 nouveaux. Il y a Ultime Châtiment, La fille du 3e, et puis il y en a un 3e, j'ai vu après mais que j'ai pas noté.
Non, j'ai pas noté, mais il y en a 3 qui sortent. Ils sortent toujours par 3, les sous-scellés. Je sais pas si c'est une superstition ou pas, mais en tout cas, bon, c'est comme ça, donc on prend. Là, la grosse sortie du jour, c'est Unconscious Mind. Unconscious Mind. J'ai des petits problèmes de prononciation, puis je prends des petits accents un peu bizarres. Unconscious Mind, c'est un Eurogame, mais vraiment très Eurogame, hein, qui prend un thème. Comme tous les Eurogames, ils prennent tous des thèmes, et les thèmes sont plus ou moins cohérents avec le jeu. Hein. Souvent, c'est un peu du porté, etc. Et là, on va être un disciple de Freud un disciple de Sigmund Freud, et on va du coup se réunir chez lui pour parler un petit peu psychanalyse, etc. et essayer de devenir le meilleur de ses contemporains. Et en vrai, j'ai regardé une vidéo. Alors, c'était JP de l'école du jeu. Je l'aime bien, mais les vidéos règles sont des fois un petit peu. Tiens, prends ta règle et reprends une autre règle. Donc, clairement, j'ai pas tout compris. J'ai retenu surtout qu'il y avait des petits jetons très mignons comme ça avec un petit liquide. J'espère que ça sera aussi dans la version normale. Et on va essayer de mettre des gens sans masque. Comment on peut montrer un petit peu comment ça marche? Bon, on va voir un petit peu. On a deux plateaux centraux. On a surtout un personnage. Et puis, on a... Ah non, ça m'embête. Je vais vous montrer autre chose. Ah, bon voilà. On va récupérer tout un tas de ressources. Ces ressources, ça va nous permettre d'activer ce petit plateau-là qu'on ne voit pas, mais c'est pas grave. Et le but va être, entre autres, de soigner des patients. Vous voyez, vous avez ces patients qui viennent avec leurs problèmes psychologiques, hein, leur traumatisme, et ils vont vous raconter leur rêve qui est en dessous. Et donc, en fonction des ressources que vous allez récupérer, vous allez pouvoir faire sauter leur barrière psychologique et interpréter leurs rêves. Et tout ça, ça va vous rapporter des points de victoire et des bonus immédiats. J'aime, alors du coup ça se joue avec des petites cartes transparentes à la manière de Canvas, hein, où vous mettez par-dessus un patient lambda, et j'aime beaucoup cette petite idée. Il y avait l'air d'avoir plein de règles, hein. Dans la vidéo c'était 11 minutes, c'était condensé, il y avait ça, puis ça, puis ça, puis ça, mais il y a l'air d'avoir... Alors c'est un jeu qui est finalement assez compliqué, hein. C'est du Lucky Dig Games, et c'est 62 balles. Vous voyez, 4,07 hein, pour Lucky Dig Games, qui fait plutôt du jeu initié, c'est quand même un haut niveau. Mais j'aime beaucoup le thème, j'aime cette petite mécanique, je ne sais pas à quel point c'est fluide, à quel point c'est sympa, ou si c'est trop... oh joli. Ou si c'est trop tiré par les cheveux. En quel cas, ça ne me dérangera pas puisque je n'ai pas de cheveux. Mais ça me tente pas mal. 62 balles, il y a aussi une extension à 30 balles qui sort en même temps. Je pense pas me prendre l'extension, mais je pense me prendre le jeu quand même. Ça m'excite pas mal, ça a l'air d'être assez original. Puis du coup, avec des designs de rêves, comme les rêves c'est loufoque, hein, qui proposent des choses un peu originales, ça c'est vraiment chouette. L'illustrateur qui est Andrew Bosley, et Vincent Dutré, Yoma. Andrew Bosley, c'est, si je dis pas de bêtises, celui qui fait, ouais, j'ai vérifié quand même parce que j'avais peur de dire une connerie, Everdell. Donc ça a l'air d'être assez sympa. Il nous reste 3 jeux encore. On en a parlé le mois passé, La Guerre de l'Anneau était un jeu que j'ai acheté en solde parce que je savais qu'au mois d'avril dernier sortait l'extension Against the Shadow, contre les ombres, qui permettait de jouer en coopératif / solo. Ça a été repoussé, ça sort enfin, on n'est pas à l'abri encore d'un décalage, le 18 octobre, ça permet de vraiment jouer des campagnes contre le Seigneur des Ténèbres, non pas Voldemort, mais Sauron. Normalement, c'est du 1v1, on va vivre les différentes aventures, les différentes épopées, les grandes batailles du Seigneur des Anneaux. Là, vous allez forcément jouer que le côté gentil. Ça s'appelle Against the Shadow et pas Against Gentil. Donc, eh bien, ça va changer. Ça va venir avec un deck de cartes qui va remplacer la moitié des cartes de votre jeu pour finalement, quand vous jouez contre Saruman, etc., avoir le deck spécialement de l'IA pour jouer contre. Ça a quand même des bonnes notes, hein. 7,8 sur 10. Je suis très pressé, j'adore la licence Seigneur des Anneaux, j'aime beaucoup ce design qui fera penser plus à des livres, hein. On voit que là c'est clairement du dessin, etc. On n'est vraiment pas sur l'imagerie des films, on est vraiment sur l'imagerie des livres, et ça a l'air assez cool. Je suis pressé que ça sorte. J'avais pas vu que la boîte c'était... j'allais dire Aragog, mais Aragog c'est vraiment l'araignée de Harry Potter. Bref, je ne sais pas comment s'appelle l'araignée, mais on reconnaît bien ce moment phare de la série. Donc ça, je suis pressé d'essayer, que ça, clairement, c'est de l'instant buy. Sauf si Nuts me l'envoie. Dans ce cas-là, c'est de l'instant reception. Un jeu qui est passé sous mes radars, que j'ai redécouvert hier quand j'ai remis à jour ma liste. 99 Ninja, c'est de la gamme des micro-dojos localisés par Don't Panic Games. C'est une des premières vidéos sur la chaîne, un des premiers jeux que j'ai reçu d'éditeur. Le premier jeu, c'était un petit jeu tout comme ça,
avec des tout petits jetons, et ça, en fait on posait j'allais dire nos ouvriers, mais nos personnages, et donc il y avait une petite mécanique de déplacement par tac, hein. C'était vraiment un petit jeu très rapide qui se jouait vraiment, où il fallait réfléchir à nos positionnements pour récupérer les bonus et bloquer l'adversaire. Ça jouait pas trop mal en multijoueur, il y avait une bonne sensation de blocage, et donc là il y a un nouveau jeu dans la gamme. C'est une gamme où du coup les jeux sont vraiment pas chers, c'est 15 balles. Là on a que des images du prototype, mais c'est un jeu plutôt sur de la pose de tuiles. Vous voyez qu'on va avoir des cartes comme ça, enfin des tuiles avec du transparent, et là on va avoir nos ninjas. Le but c'est de placer ces ninjas de manière à entourer le daimyo pour gagner des points. Mais il y a 6 photos qui se battent en duel. Ah ça c'est la boîte un peu plus définitive. Donc on voit toujours qu'il y a le petit deck, enfin j'imagine que c'est ça le petit deck Ottomar. On voit que c'est toujours la petite boîte, hein, de la même taille que l'autre. J'ai envie d'essayer, hein. Le premier jeu était plutôt cool, c'était très limité, on n'en fait pas 150 parties, mais c'était un petit casse-tête assez sympa. Vous avez un train à vous prendre, à prendre, parce que si vous le prenez, vous risquez pas de jouer après. Et bah voilà, un petit moment détente où on réfléchit, on fait un truc sympa. Et là on est un peu dans ce même genre, on n'est clairement pas sur le jeu du siècle, mais petit exercice de style avec peu de matériel, peu de contenu, mais de faire un truc un peu original, hein. Le système de déplacement, méthode taquin, c'était plutôt rigolo. Là ça a l'air d'être aussi assez original, je ne sais pas ce que ça vaut. Est-ce qu'il a des notes, ce petit 99 Ninja? 7,3. Bon, ça reste ok. Et le dernier jeu du 18 octobre, ouais, 52 minutes. Ouf, ça commence à être long, et surtout que juste après, je dois faire le montage, et j'ai pas envie de m'entendre parler pendant 1h20, surtout qu'il est tard et que je dois bosser Discordia et Ark Nova pour demain, soit hier, parce que il faut que je latte les couilles de joueurs belges. Let's Go to Japan, là aussi c'est localisé par Don't Panic Game. Ils n'ont pas sorti beaucoup de jeux, j'ai l'impression, en septembre, mais là en octobre, bam bam, ça carbure, ça sera 50 €. Un jeu un peu feel good, 7,8 sur 10, bonne note, 2,14, on est clairement sur de l'initié, et on reprend clairement un thème Japon. Le Japon, ça fait pas mal rêver, ça attire pas mal, donc c'est un jeu où on peut, en passant d'une mécanique assez simple, faire un petit peu de vente. Vous voyez qu'on a des cartes qui sont très thématisées, et donc le but c'est de programmer, hein, notre voyage au Japon, Let's Go to Japan, c'est-à-dire qu'on va avoir des mains de cartes, et on va mettre la première image, elle était très bien, et on va du coup programmer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Sur chaque jour, on peut mettre jusqu'à 3 cartes, on va même mettre d'ailleurs 3 cartes, et donc quand on place une carte, on peut mettre, imaginons que la 0 soit la première carte, quand on va rajouter une carte, on peut la mettre en dessous ou au-dessus, comme là, hein, ça fait 2, 0, 3. Les icônes qui sont visibles, ce seront des bonus qu'on va gagner. On va augmenter le jeton bleu de X cases pour marquer différents points de victoire. Et sauf que la carte qui sera en bas, eh bien, on aura en plus son action, son bonus immédiat ou finalement son scoring de fin de partie. Donc à nous de bien agencer nos cartes. Il y a une partie de draft où du coup on va essayer d'enquiquiner un peu les autres, et donc on va devoir mettre les bonnes cartes, les bons bonus, on va devoir gérer notre bonheur, etc. Un jeu qui a l'air très simple, mais qui peut être une belle porte d'entrée vers le jeu de société, en proposant quand même un truc un peu plus challengeant, mais surtout avec des belles illustrations et un thème, aller voyager au Japon, qui fait quand même plutôt envie. J'ai envie d'y jouer, parce que je pense que c'est un truc qui peut faire pas mal parler de lui, mais je pense qu'on est quand même assez limité, et qu'une fois qu'on aura fait 3-4 parties, finalement, on aura fait le tour du jeu. On arrive enfin au dernier jour du mois, enfin au dernier vendredi du mois. On a 12 ou 13 jeux, je sais pas, parce que j'en compte 12, mais j'ai écrit 13, donc peut-être que je sais pas compter, peu importe. On commence tout de suite avec, à chaque fois qu'on a du Horror Arkham, on a aussi du Seigneur des Anneaux, hein, ce sont les deux boîtes, les deux trucs qui se sortent. Alors bon, le Seigneur des Anneaux, c'est bientôt terminé malheureusement. On termine enfin les extensions de saga. On avait la Communauté de l'Anneau, on avait le 2 tours, maintenant on a le Retour du Roi, c'est une réédition. Est-ce qu'il y a du contenu supplémentaire? Je ne sais plus si... Parce que vous savez que dans les rééditions, maintenant, il y a un mode campagne, où il y a quelques petites cartes en plus pour vous proposer de faire les différents scénarios l'un après l'autre en gardant un certain contenu, etc. Ce qui n'était pas le cas dans les boîtes de base, mais je crois que les boîtes de saga avaient déjà ce mode campagne. Donc je ne sais plus. Vous me direz... je me renseignerai, parce qu'en fonction, ça entraînera un achat ou pas, si ça change le contenu. Mais en tout cas, ça sera la dernière boîte de saga, hein. C'est annoncé, on n'aura pas la saga du Hobbit, donc il faudra l'acheter en occasion, ou alors il faudra m'en racheter une, parce que moi la saga des Hobbits, je l'ai en triple, parce que j'ai acheté plein de lots pour essayer de compléter ma collection, donc j'ai triple dose du Hobbit. Et voilà, c'est du coup comme d'hab pour les grosses boîtes de FFG, 64 €. On a ensuite une grosse sortie. Vraiment grosse sortie, on a plein d'extensions pour terraformer Mars, on a des nouveaux plateaux, je crois qu'on a 4 planètes, oui je crois qu'on a deux extensions de 2 planètes, on a Prélude 2
qui rajoute d'autres cartes pour accélérer un peu le début de partie. On a plein de corporations, etc. Puis surtout, on a Automa. Automa qui permet de jouer contre un Automa, là où Terraforming Mars, c'était surtout un jeu où en solo, il fallait terraformer en 14 générations ou 12 générations si vous jouez en prélude, donc c'est-à-dire augmenter totalement l'oxygène, la température et placer tous les océans. C'était finalement un jeu, parce que j'y joue depuis pas très longtemps à Terraforming Mars, et c'est vrai que j'avais joué à Ares tout au début où je commençais à jouer à des jeux, et ça m'avait semblé complexe, plein de cartes qu'il fallait lire, qu'il fallait essayer d'associer, etc. Donc j'avais joué une fois, ça m'avait duré 1h30, j'étais loin d'avoir gagné, j'étais passé à côté. Et puis là, je commence à me chauffer sur Terraforming Mars et tout, et clairement, je me suis rendu compte que le jeu était beaucoup plus simple que dans mes souvenirs, que regarder des cartes, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste que depuis j'ai gagné l'expérience, et terraformer totalement Mars, c'était pas si compliqué que ça. La première fois j'ai perdu, et j'ai fait, je crois, 7 ou 8 parties, pas cette semaine, mais ce mois-ci, en fait sur les 15 derniers jours, et j'en ai gagné les 3/4, parce que finalement c'est assez simple. Donc c'est vrai que, alors que j'ai pas une grosse expérience, rapidement on arrive à trouver comment mettre en place notre moteur pour réussir à tout terraformer. Et bien là du coup, ça va nous proposer de jouer contre un Automa qui a l'air d'être facilement et plutôt bien fait par Nick Shaw et David Turzi. Vous voyez, hein, c'est ça, c'est un plateau, je pense que vous allez tirer tout simplement une carte du paquet, en fonction des icônes de la carte, boum, vous allez augmenter d'un cube. Je l'interprète comme ça, je sais pas, mais du coup vous arrivez sur une icône, et l'Automa gagne le bonus tout simplement. Il y a toutes les corporations du jeu qui existent en version Automa, c'est-à-dire que ça met dessus. On voit très bien là, hein, si vous, en tant que joueur, vous jouez une carte à plus de 20 millions de crédits, et bien le bot gagne 4 millions de crédits. Vous voyez, c'est des petites actions un peu instantanées comme ça, qui réagissent à ce que vous faites. Ça a l'air d'être très simple, ça va permettre de jouer, ça va me permettre de jouer différemment, parce que moi du coup je n'ai jamais joué avec les objectifs, avec les différents points qui sont en dessous du plateau, hein. Moi j'en ai pas besoin parce qu'en solo ça ne marche pas, on s'en fout un peu des points en fait en solo, et bien ça va permettre de jouer différemment, ça va pas coûter très cher. Un train fin, l'extension, moi j'ai pas noté, je crois que c'est 15 balles. Un autre jeu dont vous allez trouver facilement des vidéos sur internet, parce que le Kickstarter est sorti du coup il y a peut-être 6 à 8 mois, voire un an, et du coup il y a pas mal de gens qui en ont eu des copies, qui ont fait des vidéos. C'est AI 100% Human, c'est un jeu qui va coûter 27 €, Explorate, un jeu qui s'appelle AI 100% Human, même s'il y a 100% Human, il y a quand même intelligence artificielle, ça aurait été dommage qu'il n'y ait pas de mode solo, et donc il y a un mode solo. Il n'y a aucune image, tiens. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Aucune image, en fait ça va être un jeu encore une fois de draft et de tableau building, donc vous récupérez vos cartes et vous placez vos cartes finalement sur un tableau, et ces cartes ont plusieurs couleurs, ont plusieurs valeurs, et vous la placez, et soit c'est un effet immédiat qui va vous rapporter des points, soit c'est un effet qui donnera un bonus ou un scoring de fin de partie. Bref, un jeu de draft et de tableau building, ça a l'air plutôt sympa, mais encore une fois plutôt très banal. J'ai pas vu ce qui faisait que AI 100% Human était différent des autres jeux, mais je suis peut-être passé à côté de quelque chose. On va accélérer pour la fin des jeux, on va aller un peu vite. Toriki, ça sort chez Lucky Duck Games, c'est un jeu à 27 €, c'est un jeu, encore une fois, sans aucune image, c'est un jeu coopératif, familial, un peu scénarisé, un peu de survie, tout choupi, et vous connaissez Lucky Duck Games qui essaie d'être un peu novateur sur les jeux hybrides. Ils ont plein de jeux où vous allez utiliser la tablette, ils ont toute la gamme des Chronicles, ils ont la version enfant, etc. Et là, ils proposent un autre jeu où on va devoir scanner des QR codes, etc. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, c'est plutôt mignon. C'est surtout un jeu et toute cette gamme de jeux qui, pour moi, n'est pas destinée aux joueurs, mais vraiment destinée au grand public, qui n'aime pas les jeux de société, qui ont une image très plan-plan, très plate, où il faut lire des trucs, etc., et qui sont habitués aux jeux vidéo. Là, on leur propose un jeu hybride où finalement, ils ont un peu d'interaction avec leur téléphone, ils ont potentiellement des cinématiques, des choses qui leur sont racontées, un gameplay un peu original, et donc on est vraiment sur cette gamme pour essayer d'attirer un nouveau public. Et donc moi, en tant que joueur, ça m'intéresse pas du tout ce genre de jeu, mais je pense que c'est quand même une très bonne idée de proposer ça. Il faut des jeux de port d'entrée, il faut attirer de plus en plus de gens vers notre hobby, et je pense que c'est un bon moyen de proposer ça, et en plus ça permet de dévier un peu les enfants des écrans, même s'il y a un écran sur la partie, et il n'est pas forcément devant l'objet, les yeux de tout le monde, et ça permet d'avoir une transition un peu plus douce par rapport aux enfants totalement drogués par les écrans. On leur donne un peu d'écran, mais pas trop. Ensuite, et on arrive sur que des jeux sans images. J'ai l'impression qu'il y avait des images hier, parce que Super Moon, j'ai quand même vu à quoi ça ressemblait.
Bon, bah Super Moon, l'extension de Planet Unknown qui est sorti l'année passée. J'avais dit plein de choses plutôt négatives sur le jeu, mais en vrai je l'aime bien. J'y joue pas mal sur BGA. J'aime beaucoup ce mode solo avec des événements, etc. Et je pense que le mode solo est meilleur que le mode multi, surtout grâce à ces événements. Ces événements, vous pouvez les utiliser en multijoueur, mais au départ, c'est un truc pour nous, les joueurs solo. Et oui, c'est nous qu'on a les événements. Et ça, c'est chouette. Extension à 31 €, Super Moon, bah globalement on va avoir une lune qu'on va pouvoir aussi coloniser. On va avoir d'autres planètes, donc plus de contenu asymétrique. Et en plus de la Lady Suzanne du plateau qu'on va pouvoir tourner, on aura chacun notre petit plateau, notre petite pioche personnelle avec du coup des tuiles qui sont en fait explosées en deux. C'est des polyomino divisés en deux et du coup avec deux morceaux différents, hein, peut-être un vert et un marron. Et bah, vous pouvez les mettre sur votre plateau côte à côte, mais vous pouvez les mettre de manière totalement à deux endroits différents. Donc ça propose un petit gimmick supplémentaire, ça rajoute surtout un peu plus de Planet Unknown sur Planet Unknown. Et autant ce gimmick de la Lune et de la petite pioche de tuiles supplémentaires, je m'en fous un petit peu, mais des corporations avec le petit twist de gameplay supplémentaire, ça franchement, je trouve ça plutôt cool. Enfin, c'est pas les corporations, c'est des planètes. Allez, on enchaîne ultra rapidement. Un nouveau short unlock short dans la tête de Sherlock Holmes, ça sera le 10e, 6,50. Il sort tout seul, généralement il sort par 2 ou par 3, bah lui il sort tout seul. J'imagine que Sherlock Holmes n'aime pas agir en duo ni en trio, malgré Watson. D'ailleurs, c'est pas écrit dans la tête de Watson, c'est écrit dans la tête de Sherlock Holmes. Et bim, Watson, reste chez toi. Moi, les shorts, j'aime pas. Je trouve ça beaucoup trop court. On n'a pas le temps de rentrer de gens qu'on a déjà sortis. Je trouve quand même globalement plutôt simple, même les difficiles par rapport à ceux des boîtes complètes. Donc je trouve que c'est une bonne idée de proposer, encore une fois à 6,50, ça permet d'attirer le chaland vers la gamme, mais je trouve ça beaucoup trop court. On n'a pas le temps de vraiment s'amuser, en tout cas pour ceux que j'ai fait, hein. Il y en a peut-être des au-dessus du lot. Allez, plus que 6 jeux, on y va. Arborea, ça tombe bien, je ne l'ai pas bossé. C'est Pixies, ça sort à 54 €, c'est par les mêmes auteur, je pense, en tout cas c'est par le même éditeur de base que Bitoku, qui avait fait du bruit pour son grand plateau, son nom aussi, mais voilà, là ce sera pas le cas, grand plateau avec des couleurs, que c'était un petit peu illisible selon certains, et ben là, bim, mange-toi de quoi paramétrer les couleurs de ton écran. Bon, en vrai, je trouve ça plutôt beau, je trouve ça sympa. Après, je le vois sur un petit écran, j'imagine que si j'ai ce gros plateau devant moi avec toutes ces couleurs, je vais peut-être avoir du mal à différencier les icônes, etc. Et c'est vrai que ça a l'air d'être assez chargé finalement, mais je trouve ça quand même plutôt chouette, hein. Regardez-moi tous ces trucs là, donc je sais absolument pas de quoi ça va parler, quel est le gimmick un peu particulier, mais c'est un jeu de placement d'ouvriers, je crois, un Eurogame avec du coup on a l'air d'avoir pas mal de ressources à débloquer. J'aime beaucoup le design, ouais, j'aime beaucoup le design, hein. J'avais pas zoomé en si gros, et c'est vraiment plutôt chouette, ça a l'air d'être une belle sortie. Ensuite, Instabuy, dès qu'on est sur du FFG, moi j'achète. On a Nightcrawler, donc Diablo, un nouveau héros jouable pour Marvel Champions. Franchement, moi dès qu'il y en a un nouveau, j'achète, hein, même si j'ai un train de retard sur les extensions. Il y en a plein auxquels j'ai pas joué, mais c'est pas grave, hein, j'achète. De toute façon, tous ces jeux JCE avec plein d'extensions, hein, ils jouent vraiment sur notre envie d'acheter, sur le côté compulsion, et ils se doutent bien que personne ne joue aux extensions, mais c'est pas grave, on crache notre argent et on va acheter notre petit plaquet chez notre ludothécaire avec grand plaisir. C'est du coup 15 €. Allez, Three Ring Circus, ça va être édité par Yellow à 35 €. Clairement, c'est une boîte dont le design ne donne pas du tout envie. Ça fait très vieillot, les couleurs sont un peu pâles. Il y a pourtant des grands noms, hein. Il y a Fabiolo Piano comme Unconscious Mind. Unconscious Mind? Non, Shackleton Base, pardon. Autant pour moi. C'est des vires, donc on sait bien qu'ils sont associés à Yellow pour éditer tout ce qui sort. Et ça a l'air d'être un jeu initié, mais quand même pas trop mal. C'est dommage que ce design, qui est plutôt mignon, mais ça fait très... sur papier, comme ça donne pas tant envie que ça, hein. Et c'est un jeu de tableau building, où, alors il ne faut pas regarder ça, il faut vraiment regarder ça. Voilà, on a notre petite zone, on va mettre nos cartes. Il faut toujours mettre les cartes du plus petit au plus grand. On n'est pas obligé de les jouer dans ce ordre-là, mais in fine, ça sera toujours le 1, 8, 12, 15, 16. Vous voyez que ça respecte l'ordre. Si je joue la 8 en premier sur la ligne, bah déjà, si je recouvre un bonus, je gagne le bonus et je paie 8 pièces, 8 billets. Comment on fait pour dépenser 8 billets? Il faut dépenser des cartes de notre main qui ont des valeurs comme ça, jusqu'à aller jusqu'à 8. Bien, je l'ai posé ici, je place toujours le plus à gauche possible. Si je veux jouer la 12, je la place après la 8. Et dans ce cas-là, je ne paierai pas 12, je paierai 12 moins 8, donc je paierai 4. Par contre, c'est pas parce que j'ai un 8
ici que je ne peux pas jouer une plus petite valeur. Si je joue une plus petite valeur, hop, je l'insère avant et donc chouk, je décale tout. Mais par contre, cette carte-là est gratuite. Si je joue une carte plus faible, eh bien, c'est gratuit. Il y a du coup des bonus, des scorings de fin de partie, une piste ici à jouer. Et à chaque fois que vous allez faire certaines actions, eh bien, vous allez avancer sur ce plateau qui permet d'aller faire des représentations dans différentes villes, parce qu'on est quand même des artistes de cirque, qui permet de gagner des points. Et une fois qu'on a fait tout le tour des États-Unis, en tout cas je crois que c'est les États-Unis ou à New York, en tout cas on a fait tout le tour de ces différentes régions-là, et ben la partie est terminée. Ça a l'air d'être plutôt sympa. Mais voilà, je suis très dubitatif par ce thème et par ce design qui, quand vous regardez cette boîte, clairement ça va repousser la plupart des joueurs, je pense. Là où en fait je pense qu'il y a moyen d'être quand même curieux, c'est que ça n'a pas l'air d'être si mauvais. Contrairement à Pest, où dès que vous voyez ces médecins avec ces masques très particuliers, vous avez clairement tout de suite envie de jouer, quelle que soit la qualité du jeu. Ça sort enfin chez Matago, je dis enfin parce que c'est un Kickstarter qui est sorti il y a quelques mois. Ça sort à 78 €. Et quand on voit le jeu, finalement, ça donne pas tant envie que ça. Il y a plein de meeples, il y a un grand plateau, un plateau un peu terne, on a des meeples très colorés, très bois sur ce truc-là. Et finalement, on se rend tout de suite compte que c'est un vrai pur Eurogame, qu'on est finalement beaucoup moins dans l'immersion de la peste que... Enfin voilà, j'y ai pas joué, hein, mais quand je vois ça, finalement, je vois juste un plateau dégueulasse et des pions posés dessus, et j'ai plus l'impression de lutter contre la peste. Bien évidemment qu'on va devoir aller dans des villes, soigner les personnages, les enrôler pour que ça soit des nouveaux mecs qui viennent de chez moi, les améliorer et repartir dans d'autres villages pour aller soigner la peste. Mais finalement, c'est quand même un gros Eurogame camouflé par une jolie boîte. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est moche, mais ça fait un petit peu débandé quand même quand on voit le plateau de jeu et le contenu. Il nous reste 2 jeux, on accélère encore un petit peu, d'autant plus que celui-ci, franchement, on est encore sur du random. Town 77, c'est édité par Wank Games, que je ne connais pas. 20 balles, un jeu de pose de tuiles où le principe c'est que sur une ligne, vous n'avez pas le droit de mettre la même forme ni la même couleur, et sur une colonne, vous n'avez pas le droit de mettre la même forme ni la même couleur, donc finalement vous placez vos tuiles l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui réussisse, soit qu'il soit totalement bloqué, soit qu'il réussisse à vider totalement sa main de tuiles, et donc à vous de bien positionner, bien réfléchir pour que votre casse-tête fonctionne. Voilà, n'achetez pas. Ensuite, dernier jeu, Senjutsu, dont on a parlé il y a 3 ou 4 vidéos. En fait, c'était la sortie du Kickstarter, c'était pas la sortie du vrai jeu, de la version retail. Ça sort à 58 € chez Matago. La boîte est jolie, les petites photos faites comme ça donne envie. Un jeu de combat de samouraï dans un Japon féodal. Pourquoi pas, hein, si vous avez des jolies petites fleurs, ça rend joli. Mais sinon, le plateau de jeu, c'est plutôt comme ça. Des figurines blanches, un plateau tout blanc et des standees. Avouez que c'est beaucoup moins sexy, et en plus si vous jouez vos cartes, vous prenez une bonne dose d'iconographie et de couleurs et de cartes blanchâtres. Franchement, le jeu a pas l'air, donne pas envie de jouer, hein, je sais pas, ça ne donne pas du tout envie de jouer. Le jeu peut être très sympa, plutôt stratégique, du beau combat de samouraï. Moi je vois surtout que c'est blanc avec des cartes dégueulasses. Voilà. Dites-moi, je crois qu'il a de bons retours, hein. 7,4 c'est ok, j'en ai vu pas mal quand j'en ai parlé pour la version Kickstarter, disant que c'était... Alors, j'imagine qu'ils n'y avaient pas encore joué, mais que ça leur donnait quand même pas mal envie. Il y a l'air d'avoir des extensions qui rajoutent pas mal de samouraïs et tout, il est potentiellement riche, mais globalement, à part si vous peignez que vous faites une partie comme ça, sinon vous avez juste envie de dégueuler vos tripes en regardant la boîte. Voilà, on a fait le tour de ce jeu, on est à 1h11, si je cut quelques petits moments de bafouillement quand je me suis étouffé avec mon coca, etc., on devrait être un tout petit peu plus d'1 heure. On va se dire rapidement au revoir parce que je vous ai déjà mangé une grosse partie de votre dimanche. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire en commentaire les jeux qui vous intéressent spécialement. On se fait comme un petit récap. Moi, je veux absolument Robinson Crusoe, Nido, obligatoire. Horrified, je vais l'avoir, donc ça compte pas. Unconscious Mind, ça me chauffe pas mal. La guerre de l'anneau, ça c'est sûr et certain. L'Automa de Terraforming Mars, c'est sûr et certain. Et Nightcrawler. Hein. Globalement, moi, de toute façon, FFG, on retire. Hein. Je les oublie, mais ce que je retiendrai, c'est Terraforming Mars, Unconscious Mind et Robinson Crusoe, et puis Mido, parce que j'ai ce petit côté un petit peu complétiste. Voilà, c'est les grosses sorties pour moi du mois. Dites-moi ce que vous en pensez, quels sont vos coups de cœur, est-ce qu'il y a des jeux auxquels je vous ai donné envie de jouer. Abonnez-vous, commentez, partagez. Un petit lien affilié en description si jamais un de ces jeux vous intéresse et que vous souhaitez me soutenir, passez par Ludum par mon lien, je récupère 7% de vos achats hors taxe, et donc ça permet quand même de m'aider un peu à m'acheter toujours plus de jeux parce que j'en ai pas assez. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.